déclarer, rien à déclarer. Tu poses tes questions mais j'ai rien à déclarer. C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler. Je sais ce que tu fais, c'est m'auto-incriminer. Tu m'as mis la presse et j'ai refusé de comparer. Le braquage dans l'os immédiat, tu t'as défait. Le combat c'est ma raison d'être. Tant qu'il y a le courage et la fête. Dernière formation, on va faire usage de la... Bonjour et bienvenue dans Rien à déclarer. Aujourd'hui, nous recevons Anatole. Je m'appelle Anatole, j'ai 25 ans et je m'organise dans un groupe autonome et principalement dans des assemblées générales de lutte autour des mouvements sociaux, de la lutte antifasciste. Je fais de la politique depuis 2020 environ, donc ça fait bientôt 6 ans. La garde à vue que je vais vous raconter, ça prend place pendant le mouvement social de 2023 contre la réforme des retraites. Je me fais perquisitionner donc, à mon domicile. C'est, je crois, un mardi ou un jeudi matin. Aux alentours de 6h, donc j'entends des tambourinements à ma porte. Je me doute très bien au vu de l'heure de ce que ça peut bien être. Donc j'ai foncé vers la porte, regardé à l'œilleton. En effet, c'était une brochette de flics avec le bélier hydraulique prêt à enfoncer la porte. J'ai eu un peu la présence d'esprit d'ouvrir la porte pour pas qu'elle soit cassée. On me dit donc... que je suis placée dans le cadre d'une garde à vue criminelle et que c'est la police judiciaire qui va effectuer la perquisition. Donc on me menotte et la police commence à fouiller l'appartement. La règle, c'est que la police peut fouiller les espaces communs, mon espace de vie, donc ma chambre, et tous les lieux qui pourraient être affiliés à mon espace de vie, type voiture, garage, cave, s'il en existe. On est obligé d'assister aux fouilles, du coup, pendant peut-être 1 heure et demie, parce que la fouille était assez méticuleuse. Donc pendant un certain nombre de temps, je suis baladée de pièce en pièce. On me fait regarder ce que les flics peuvent fouiller. Et les 2 OPJ, officiers de police judiciaire, qui vont m'interroger pendant les jours à venir, à ce moment-là, commencent à essayer de discuter avec moi, de poser une sorte de climat propice à la discussion en disant non mais là tu dis rien, c'est hyper bizarre, on va pas passer, enfin là on va passer 5 jours ensemble, si tu dis jamais rien, on va très vite s'ennuyer. Et donc moi à ce moment-là bien sûr je ne dis rien, j'ai juste déclaré mon petit état civil. Mon nom, prénom, adresse, lieu de naissance, date de naissance. Et après, j'ai plus répondu à aucune question. Et c'est vrai que c'est un contexte un peu bizarre parce que t'es en pyjama, pas réveillé, avec des tonnes de flics partout qui essaient de te tchatcher. Tu te dis j'ai rien à déclarer. Ils te font te sentir un peu comme un con, quoi. Ils te font te dire mais là, enfin bon, on est dans ton salon, on essaie de faire la conversation. Bien sûr, c'est une stratégie, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais ils instaurent ce truc-là où il y a une flic à un moment, on s'assoit sur le canapé, elle me tapote un peu sur l'épaule, elle me dit tu sais là, tu pourrais me dire que t'as tué ta mère, on n'est pas en audition, ça me ferait rien, quoi. Il y a une sorte de gros flic un peu dégueulasse. Qui a pris dans mes carnets de peinture, qui s'est assis à côté de moi, et juste il épluchait mes croquis en faisant des remarques. Enfin, il y a tout une sorte de... Enfin, le fait d'avoir des gros flics qui tripatouillent tes affaires de manière à te mettre mal à l'aise, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça met dans une disposition assez particulière et je pense que c'est voulu. Au moment de me dire les chefs d'inculpation, il me semble que ça vient doucement. On me fait un peu mariner. Et il me semble que c'est un petit peu plus tard, pendant les fouilles, que une des OPJ vient me dire les motifs. Donc, elle me dit que je suis placée en garde à vue pour... Attends, je vais faire la liste. Pour violence à visage masqué lors d'une manifestation avec armes en réunion en bande organisée criminelle. Pour destruction par moyens dangereux en bande organisée criminelle, pour association de malfaiteurs,
Plus tard, pendant la garde à vue, du coup, viendra le refus de prélèvement signalétique et ADN. Et on m'inculpera aussi pendant la garde à vue pour un incendie criminel. Et donc, on m'embarque au commissariat, je suis fouillée, je suis mis en cellule. À ce moment-là, j'en sais assez peu sur les dispositions d'une garde à vue criminelle. Ce que je sais, c'est que la policière dit vrai, c'est que ça peut durer jusqu'à 96 heures. Je me dis un peu tout de suite que ça me semble un peu gros et que si elle insiste autant sur le fait qu'on va passer 5 jours ensemble, c'est que c'est sûrement pas vrai. En fait, c'était vrai. La mise en cellule, c'est bizarre parce que je suis un homme transgenre, mais à ce moment-là, j'ai pas encore changé de prénom, j'ai pas encore changé d'état civil et je prends pas d'hormones. Donc, dès le début, la flic qui effectue la fouille trouve des papiers qui m'appartiennent, qui sont à mon prénom actuel. Et donc, elle vient me voir et me demande quel est mon prénom, quel est mon genre, etc. Moi, je lui réponds pas. Et une des premières choses qui est faite en arrivant au commissariat, c'est une sorte de mini-audition où l'OPJ, du coup, me dit pour des raisons de procédure, c'est plus simple pour nous de vous traiter comme une femme et de vous mettre en cellule telle qu'elle. Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Je dis que j'ai rien à déclarer, que je m'en fiche. À ce moment-là, moi, je me dis que j'ai pas envie de leur donner un moyen de pression possible sur moi. Et donc, le fait de leur demander d'être bien genré, ce serait comme demander quelque chose. Du coup, je préfère m'en foutre et dire oui, très bien, faisons comme ça. Il y a très peu de femmes qui sont mises en garde à vue en général, quoi. Du coup, il me semble que j'ai passé les 12 premières heures avec quelqu'un, puis personne. Puis, à nouveau, j'ai eu 2 autres personnes qui ont partagé la cellule, mais pas plus de 2 heures chacune. Donc, la majorité du temps, j'ai quand même été tout seul. Au début, j'ai quand même eu une drôle d'idée, c'est que, du coup, quand je suis arrivée, ils ont servi le petit déjeuner. Et avec la première serviette que j'ai eue, je me suis dit, bon, au max, du coup, on en a pour 96 heures. Du coup, j'ai fait 96 petites boules de papier avec la serviette. Et à chaque fois que j'avais connaissance de l'heure, je mettais sur un tas vers la gauche le nombre de petites boulettes qui étaient passées pour avoir un visu sur le nombre de petites boulettes qui restaient, pour un peu garder la notion du temps. J'avoue que quand on passait la barre des 48 heures et que j'ai mis la boulette qui faisait qu'on était à la moitié, ça m'a un peu déprimée. Mais ça m'occupait un peu de me dire combien de temps il reste, combien de temps est passé. Moi, à ce moment-là, je sais qu'il n'y a plus rien qui est entre mes mains. Même depuis le moment où on a cassé ma porte, je sais que la seule chose que j'ai à faire, c'est de ne pas parler. Et c'est la chose la plus simple à faire dans ce genre de situation. Les OPJ qui m'ont interrogée, c'est les mêmes qui étaient présentes lors de la fouille de l'appartement. Et pareil, elles mettent une sorte de climat, une sorte de jeu un peu bizarre en place pour me déstabiliser. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles le font plutôt bien. Parce que la première audition, forcément, ça parle pas des faits. C'est quelque chose de très général. Au début, elle est très sympathique. Elle me parle... c'est vraiment l'audition, on apprend à faire connaissance. Je vais te demander des trucs sur toi. Et petit à petit, ça devient de plus en plus incisif. T'as vraiment un truc de... Le piège, il se referme lentement sur toi. Et ça, c'est quelque chose, du coup, que j'ai appris dans ma culture politique et que... Du coup, je suis dans une position bien confortable de pouvoir juste
voir à quel point je tombe pas dedans. Mais j'imagine que pour les personnes qui sont pas formées à cette culture de la défense, ça doit faire drôle, quoi, de voir le piège se refermer vraiment sur toi, quoi. Quand on me montre à quel point les choses sont graves, en effet, on essaie de me faire croire que j'ai une prise sur la situation, que le fait que je parle, ça pourrait m'aider. J'ai le droit notamment à une scène de l'OPJ gentil en off qui me dit mais tu sais, en fait, mes collègues, elles se foutent souvent de ma gueule parce que je suis flic, ouais, mais en fait, moi, je fais aussi du social. Et tu vois, là, toi, tu me rappelles une petite meuf perdue qui avait 21 ans, qui s'est laissée embarquer dans un truc qu'elle maîtrisait pas. Et elle voulait pas parler, elle voulait pas. Et on a discuté, elle et moi, yeux dans les yeux, dans un bureau. Et cette fois-ci, j'ai fait du social. Et elle est pas allée en prison grâce à moi. Alors aujourd'hui, je peux t'aider. Et il faut que je t'aide. Et il faut que tu me parles. Et moi, l'idée de parler pour changer le cours de la situation ne m'a jamais effleuré l'esprit. Parce que, en fait, si je m'étais lancée dans un mytho, soit j'aurais, au bout de je ne sais combien de questions, d'interrogatoires, j'aurais fini par me rater quelque part, par me désavouer. Si j'avais commencé à répondre à des questions anodines, quand j'aurais gardé le silence à des questions plus incriminantes, ça aurait été bizarre. Donc, en fait, non, pour moi, la vraie force du fait de ne rien dire, c'est que moi, je le vois un peu comme un bouclier. C'est la partition que tu dois jouer, c'est ne pas t'incriminer, laisser le moment de la défense au moment où tu seras pas en train de puer la mort dans une cellule, seul face à des gens qui veulent t'incriminer, qui veulent enquêter sur toi et prouver que tu es coupable. Donc, leur laisser aucune miette, aucune matière, rien du tout, c'est la chose qui, pour moi, te rend le plus acteur en fait de la situation, quoi. Déjà, il y a une contrainte pour elle, c'est que dans le cadre d'une garde à vue criminelle, les interrogatoires doivent être filmés. Ce qui veut dire que ça limite leur possibilité à manœuvrer et à faire du off, puisque pendant toute l'audition, du coup, je serai filmée, on entendra ce qu'elles disent et on me verra. Du coup, il y a plusieurs petites choses qu'elles mettent en place. D'abord, elles me sortent de la cellule pour me faire visiter leur service. Elles m'expliquent bien que c'est pas le même service que les flics de d'habitude, que c'est pas les enquêteurs du rez-de-chaussée, que là c'est la police judiciaire, c'est des enquêtrices sérieuses, et que dans tous les cas, en fait, elles ont déjà mené l'enquête et que elles savent très bien que je vais rien dire et que je vais faire le malin, mais que ça change rien parce que elles ont tout et l'enquête est déjà faite. Et en effet, elles me font visiter leur bureau. Elles m'expliquent que elles, d'habitude, elles sont c'est le département qui est chargé de retrouver les fugitifs. Donc, elles me montrent, elles ont une sorte de mur avec, un peu comme on pourrait s'imaginer des séries policières, ce qui d'habitude n'est pas vrai. Mais il y a des photos avec des fils tirés entre les trucs, des post-it, des machins. Enfin, c'est un peu cinématographique. Et pareil, ça, je sais pas exactement si c'est fait exprès ou pas, mais elles me laissent entrevoir leur tableau pour cette enquête-là, où sont listés plusieurs noms, plusieurs faits, plusieurs dates, plusieurs numéros de procédure. À ce moment-là, moi, je le sais pas, mais on est plusieurs à être en garde à vue ensemble. C'est censé être un gros coup de filet qui, au final, il a manqué des gens pendant cette arrestation, donc on n'était pas si nombreux. Mais on est plusieurs dans le commissariat en même temps. Mais ça, je l'ai découvert que plus tard, en croisant des gens dans les couloirs des geôles. Et donc, elles mettent en place clairement un rapport de bon flic, mauvais flic, qui est assez flagrant, mais qui est quand même, je trouve, bien réalisé par rapport à, du coup, une garde à vue précédente où là, c'était vraiment
la dèche du service public. Enfin, la même OPJ se retrouvait à faire good cop, bad cop dans la même audition. Ça n'avait aucun sens. Les ficelles étaient grosses, quoi. Là, les ficelles étaient plus fines, mais elles étaient là. Et donc, ça passait par... donc, il y en avait une qui prenait un ton rassurant. C'est celle qui me tannait le matin pour qu'on discute, parce que quand même, ça va de jouer les durs, mais là, faut bien qu'on apprenne à se connaître. Et l'autre a quelque chose de bien plus agressif. C'est elle qui parle toujours du mot criminel, de la gravité de la situation, qui laisse traîner les termes détention provisoire entre deux phrases. Et donc, elles font leur jeu comme ça. Donc, pendant la première audition, en fait, c'est pareil, tous les moments où la caméra ne filme pas, elle gratte pour dire des choses, pour montrer une sorte de supériorité. Pour moi, ce qui se ressent particulièrement, c'est de vouloir se montrer comme omniscient. Et c'est ce qui ressort aussi de toutes les questions qui sont posées pendant les auditions. C'est que c'est censé me mettre dans une situation où j'ai l'impression que la police sait absolument tout et a eu tous les moyens pour enquêter, alors qu'il s'avère au final que c'est faux. Typiquement, je vais avoir beaucoup de questions déconnectées sur tiens, c'est étrange, vous êtes plus à la fac, mais tous les mardis vous mangez au Crous. Tiens, c'est étrange, vous n'êtes pas censé connaître cette personne, mais elle est dans vos bénéficiaires bancaires. Enfin, des sortes de questions qui pourraient mener à... qui laissent le champ libre à l'interprétation quant aux moyens d'enquête qui ont été déployés. Par exemple, j'ai l'impression que j'aurais pu m'imaginer peut-être des filatures physiques, des mises sous écoute, une enquête vraiment très, très, très rapprochée, alors qu'au final, non. Mais les questions, il y a des questions comme ça qui n'ont pas de sens par rapport à l'enquête, mais qui sont là pour me faire sentir vraiment cuit, quoi. Ce que les flics essayent, c'est de construire un profil, parce que je donne aucun élément de profil, je dis rien. Et du coup, ils vont essayer de faire parler leur enquête. En l'espèce, notamment, ils me font écouter des vocaux que mon père m'a laissés sur mon téléphone, auxquels je n'ai pas répondu. Et ils commencent à disserter sur le fait que mon père m'aimait, mais que je lui répondais pas. C'est bizarre, pourquoi est-ce que tu réponds pas au message de ton père ? À me parler de la situation de ma mère, du fait qu'elle gagne pas très bien sa vie. Là, en l'espèce, je suis accusée d'avoir agressé quelqu'un physiquement. Et l'OPJ me dit, mais du coup, si d'un coup, moi, je décide que ta mère, ce qu'elle fait, je suis pas en accord politiquement avec elle et que je la frappe, tu dirais quoi ? Que des sortes de mini-incursions dans la vie intime qui, pareil, servent à rien pour l'enquête, mais qui me mettent dans une position quand même assez humiliante. La théorie, un peu, c'est qu'ils ont essayé de trouver le maillon faible et de tirer dessus le maximum possible. Or, grâce à ma formation politique, il s'avère qu'ils ont tiré du mauvais côté. J'ai bien sûr rien déclaré, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Je pense que la meilleure chose qui soit arrivée pendant cette garde à vue, c'est que à l'extérieur, il y a des camarades qui ont fait un rassemblement, qui sont mis avec de la musique du côté des cellules de garde à vue. J'avoue qu'au début, je me suis dit que j'étais en train de devenir fou et que j'étais en train d'imaginer un machin. Passé les 48 heures, j'ai été présentée à un magistrat qui doit du coup vérifier mon état, etc. J'ai aussi été présentée à un médecin et j'ai revu mon avocat. D'ailleurs, c'est assez absurde parce que du coup, on a dû me transférer au tribunal pour voir un magistrat pendant la garde à vue. Parce que donc on m'a sorti de ma cellule, on me met dans une petite pièce avec un
un écran de visioconférence. Et en fait, ils n'arrivent pas à le démarrer, le câble HDMI, merde. Enfin, c'est vraiment le service public, quoi. Enfin, je ne saurais en dire plus. Et du coup, le visio marche pas, il galère et tout. Et en fait, je me rends compte que je suis dans la salle d'attente des enfants et qu'il y a des jeux et des BD. Et là, je me dis, il faut absolument que je pétaille une BD. Il faut absolument que je trouve quelque chose à lire. Et du coup, il y avait un stagiaire de l'OPJ qui était avec nous pendant la garde à vue, qui restait dans le fond. Et c'est lui qui était chargé de me surveiller. Du coup, j'ai essayé de foutre une BD d'Astérix et Obélix déchirée dans mon froc, mais il m'a grillé, j'ai dû la reposer. Sur les derniers moments, les seuls visages amicaux que j'avais, c'était les interrogatrices. Et du coup, même si j'avais conscience que ces deux personnes essayaient juste de me mettre en prison et de me mettre dans la merde, il y a quand même un truc vraiment particulier dans le fait de me dire que quand elles arrivaient dans la cellule, j'avais une sorte de sentiment de... J'étais un peu content de voir quelqu'un, même si j'allais pas lui parler, mais... Et en fait, le fait que ces personnes-là m'aient semblé être des visages sympathiques, c'est au final le truc qui me dégoûte le plus quand j'y repense, quoi. Du coup, quand j'arrive au tribunal, il n'y a plus l'association de malfaiteurs. On m'a retiré l'incendie criminel et les crimes sont passés sur le mode délit. C'est-à-dire que la violence n'est plus en bande organisée criminelle et au lieu de destruction par moyens dangereux, j'ai dégradation classique. Donc, je vais être présenté à un juge de la détention et de la liberté qui va, parce que l'idée c'est de fixer un procès un peu plus tard, et donc qui va décider de mon sort jusqu'au procès. Et en fait, je comprends assez tôt que je sortirai sur un contrôle judiciaire parce que, pareil, chose que j'avais pas vue précédemment pendant mon premier déferment à l'issue de ma première garde à vue des années plus tôt, où c'était vraiment séparé, les flics qui font la perquisition, les flics qui interrogent et les flics qui t'accompagnent au tribunal. C'était jamais les mêmes équipes, alors que cette fois-ci, il y avait une continuité c'était toujours les deux mêmes OPJ. C'est les premières personnes que j'ai vues pendant la garde à vue et c'est les dernières personnes que j'ai vues. Et en fait, au moment de monter dans les étages pour aller voir le JLD, elles ont commencé à pester à voix basse et à grogner un peu dans leurs oreilles en me disant bon, c'est CJ, contrôle judiciaire. Donc elles étaient assez mécontentes. Moi, j'ai attendu de le voir pour le croire. Du coup, je devais aller pointer au commissariat toutes les semaines, que j'étais interdit de tout un périmètre de la ville qui comprenait une place et 2 rues, 2 places et 1 rue. J'étais interdit de manifester, interdit de porter une arme. Et donc, suite à ça, j'ai pu sortir du tribunal, retrouver mes camarades. Donc, en effet, on a été arrêtés sur un mode coup de filet très impressionnant. Et les arrestations comme ça peut participer à des techniques policières, notamment quelque chose qu'on appelle le coup de pied dans la fourmilière. C'est une manière de frapper un grand coup, en l'occurrence des arrestations nombreuses pour des chefs très graves. Et à ce moment-là, ce que la police fait, en général, c'est qu'elle fait un pas en arrière et qu'elle observe. Elle observe qu'est-ce qui bouge, qui parle, si jamais il y a des écoutes, elle voit qui s'active sur quelle ligne. Elles peuvent regarder les déplacements des gens, qui a soudainement envie de déplacer des affaires d'un endroit à un autre, etc. Et du coup, une fois que la perquisition a commencé, en fait, pour les gens à l'extérieur, il y a quand même des précautions à prendre sur le fait de pas forcément s'emballer, se mettre à paniquer. Il faut toujours garder son calme et voir long terme et éviter de tomber dans ce genre de piège que la police peut nous tendre. Je suis passée en procès quelques mois plus tard. J'ai été condamnée pour tous les chefs d'inculpation qu'on me reprochait. Du coup, on a fait appel de la décision
et ma peine a baissé, on m'a rendu mes affaires. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Deezer et SoundCloud. Suivez-nous également sur Instagram pour ne rien manquer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et merci pour votre soutien.